Suite aux inondations et aussi des éboulements, car des flaques de mortier agricoles créées par la pluie finissent par briser leurs berges et nous voyons des fleuves de boue qui partent dramatiquement vers les océans tout d'un coup. Alors, à ce stade-là, c'est indicateur que la désertification n'est pas très loin devant nous et il faut constater que dans le centre et le nord de la France, nous y sommes avec des fleuves de boue plusieurs années de suite. Donc, en fait, c'est presque trop tard, car une fois désertifié, un écosystème se transforme en géologie dure et on ne voit que le squelette de la planète exposé à nu et donc les ressources se raréfient car le chair de la biosphère a migré vers les océans. Sans cette couche vivante qui fait tampon énergétique et hydraulique entre la géosphère et l'atmosphère, l'eau qui tombe part à toute vitesse vers les océans sans faire vivre quoi que ce soit sur son chemin. Sans cette couche vivante qui fait tampon énergétique et hydraulique entre la géosphère et l'atmosphère, les températures deviennent à la fois extrêmement chaudes chaque jour et aussi extrêmement froides chaque nuit. Sans cette couche vivante qui fait tampon énergétique entre la géosphère et l'atmosphère, l'énergie solaire quotidienne se transforme en vent et poussière au lieu de se transformer en biomasse utile en conjonction avec le méchant gaz carbonique. Sans les arbres pour les freiner, le vent et la poussière continuent leur chemin et le météo se déchaîne avec tempête après tempête. À l'échelle d'une planète, il faut penser que le climat est composé de plusieurs facteurs météorologiques. Le vent, la pluie, la pression atmosphérique et les températures, et tous ces phénomènes sont grâce à l'ensoleillement. Tous les facteurs du climat sont motivés à l'origine par l'énergie solaire et le seul contre-pouvoir est notre biosphère. C'est la végétation et le sol qui arrivent à absorber l'ensemble des énergies climatiques. Sans les prélèvements solaires actés par la biosphère, le budget énergétique accordé au climat va juste augmenter tous les jours car, vous aurez bien remarqué, le soleil n'a pas de bouton pour l'éteindre ou pour le mettre en veille. Le dérèglement climatique est, à mon avis, beaucoup plus la conséquence du déboisement et des mauvaises pratiques agricoles et une politique d'urbanisation qui a grand peur de l'eau et de la végétation au lieu de les embrasser comme étant des partenaires intéressants. Et l'accélération et la montée en volume de notre cycle d'eau ne touchent pas à son apogée sans un certain sens d'ironie, car le plus vite qui tourne notre cycle d'eau et le plus d'eau qui est en circulation, le moins souvent qu'il va pleuvoir. Même si la pluviométrie annuelle va rester statistiquement correcte, dans la réalité de jour à jour, si le cycle d'eau se polarise, nous sommes véritablement dans la merde. Comme tout cycle qui tourne trop vite et de façon folle, les rythmes et les quantités d'eau qui vont tomber vont devenir complètement imprévisibles. Des longues sécheresses suivies par des pluies diluviales font bonne recette pour provoquer des échecs de production et donc des famines et aussi la migration des insectes, la migration des animaux, la migration des humains et tout ça à cause de la migration de nos sols vers les océans par voie d'érosion. Et donc, pour conclure sur le sujet du clivage climatique, que la Terre se réchauffe, se refroidisse, soit plate, ronde ou même en forme de bite, ce que nous pouvons constater avec nos propres yeux est que nous avons déjà un putain de problème avec la flotte, avec des sécheresses et des inondations de partout et des pics de température et des tempêtes extrêmes de plus en plus souvent. En 2019, nous constatons le printemps le plus froid depuis 50 ans en France, suivi d'un pic de chaleur mondial en juillet qui a battu tous les records encore une fois jusque dans le nord du Canada, où la température de 21 degrés a fait fondre la glace 40 ans plus tôt que prévu par les plus pessimistes des prêtres en blouse blanche, et étrangement dans une ville qui se nomme Alert. Chez moi, ici, en Limousin, une grande majorité de nos sources ont arrêté cet été et les villages dans les hauteurs ont dû être alimentés en eau à la camion-citerne par, oui, Veolia. Depuis le 21 septembre, il a plu non-stop sur le territoire et tous nos champs sont engorgés de flotte. Les derniers champs de blé sont devenus d'énormes flaques de boue et l'eau qui ruisselle dans les fossés est devenue de la même couleur que la terre des champs.
Même ici en Limousin, le territoire de la résistance, notre cycle d'eau est déjà bien dérangé et notre écosystème nous montre des signes de stress. Outre-Manche ce mois de décembre, les candidats électoraux britanniques étaient dehors en bottes et ironiquement habillés en gilets jaunes. Leurs pieds dans l'eau des rues inondées à essayer de faire des promesses intenables aux gens qui ont vu leur vie se noyer avec leurs espoirs. Notre climat est en train de nous communiquer un message très clair et apparemment ça ne sera pas la première fois non plus que le climat nous aurait mis une claque à notre gueule collective et potentiellement en réponse à nos bêtises. Il y a beaucoup de légendes et de mythologies qui nous racontent l'histoire d'une catastrophe aquatique en vaguerie, mais aujourd'hui la science pluridisciplinaire commence à nous raconter la même histoire, et je le partage ici car je le trouve que c'est intéressant pour notre morale face à l'effondrement imminent. La dernière fois où le climat aurait changé radicalement, c'était à la fin de l'âge de glace, à peu près il y a 12 000 ans, quand la Terre aurait vu une grosse fonte glaciale qui s'est passée pendant l'époque nommée le Younger Dryas. Depuis cette période, nous vivons une époque très stable dans les pôles et les glaciers. La biosphère joue ensemble un rôle très important pour réguler le cycle d'eau. Alors, selon la science pluridisciplinaire la plus récente, la fonte du Younger Dryas était soudain et cataclysmique et probablement à cause d'un lac d'eau fraîche qui s'est formé une goutte à la fois et était tenu au milieu glacial. L'idée principale est que le lac d'eau fraîche tenu dans les plateaux glaciaux aurait fondu ses propres berges, créant un gros déluge. Et quand je dis gros déluge, nous parlons d'un événement qui aurait ensuite monté le niveau des océans par 30 à 40 mètres d'un seul coup, inondant donc toutes les zones côtières de l'époque, réduisant la surface terrestre, ayant même submergé un continent entier au large d'Asie pour ne laisser que des hauts des pics visibles aujourd'hui sous forme d'archipels que nous nommons les Philippines et la Thaïlande. Cet épisode aurait aussi provoqué le mouvement des glaciers qui mesuraient quelques 3 km d'épaisseur et qui couvraient presque entièrement l'Amérique du Nord. Ces glaciers auraient bougé avec elles des roches qui auraient broyé complètement la plupart de ce qui est aujourd'hui le Canada et les États-Unis. C'était de la destruction totale. Les canyons et les cascades creusés par des flux d'eau, roches et glace sont inimaginablement grands et nous montrent aujourd'hui l'ampleur de la catastrophe qui a marqué le changement d'époque. Et pourtant, nous savons bien qu'il y avait des humains avant l'inondation et que nous y sommes toujours ici après aujourd'hui, mais la question est donc ouverte sur le niveau de la culture de ces humains avant l'inondation. Selon les archéologues et les historiens conventionnels, l'agriculture aurait commencé soudainement par miracle il y a 10 000 ans et en plus dans les hauteurs. Donc c'est tout à fait logique de dire que notre agriculture aurait pu exister avant l'inondation et que c'est des survivants de l'époque qui ont recommencé à vivre dans les hauteurs. En plus, cette histoire dramatique se trouve gravée dans toutes nos mythologies, de l'histoire de Gilgamesh jusqu'à Manu, de Noé à Atlantide. Toutes les cultures de la planète racontent des légendes et des mythes qui nous disent tous qu'à un moment donné, l'eau est devenue notre ennemi en commun et que peut-être des dieux n'étaient pas très contents de notre comportement. Ajoutons maintenant à ceci des anomalies géologiques d'érosion pluviale trouvées autour du Sphinx en Égypte alors qu'il ne pleut plus en Égypte depuis 8000 ans et nous réouvrons le débat sur l'âge du Sphinx, mais aussi donc de l'histoire de la culture des humains. Ajoutons aussi à ceci des structures monolithiques soupçonnées sur les plateaux continentaux, aujourd'hui submergées quelques 40 mètres de profondeur, qui auraient été donc des zones côtières peuplées de l'époque d'avant le Younger Dryas. Et ajoutons aussi le bouleversement archéologique soulevé par la découverte des monolithes avec gravure, intentionnellement enterrés il y a 12 000 ans et récemment déterrés à Göbekli Tepe en Turquie, et il y a grandement de quoi mettre en question notre histoire conventionnelle.
Pour moi, c'est très important car la question de notre futur dépend aussi beaucoup de la version comprise de notre passé et je trouve de plus en plus d'évidence qui suggère que non seulement il y avait des humains dans la période de la pré-inondation, mais qu'il y avait aussi des humains avec une société et une culture un petit peu plus développées que chasseurs-cueilleurs habillés en peau de mammouth. Et donc, nous commençons à dissoudre le mythe que nos pratiques de sédentarisation ont apparu par miracle soudain dans la Mésopotamie, dans une civilisation nommée bizarrement Sumer. Donc, historiquement, nous savons que nous avons pu traverser des crises beaucoup pires que celui auquel nous faisons face aujourd'hui, et ça, c'est assez encourageant, même si nous sommes évidents que les survivants de la dernière catastrophe n'étaient peut-être pas les meilleurs candidats. Imaginez juste s'il n'y a que des survivalistes américains pour redémarrer le nouvel monde de demain. Yeehaw! Ma propre théorie personnelle est que notre crise existentielle 12 000 ans plus tard contient encore des échos du dernier cataclysme. Nous sommes toujours inconsciemment en fuite vers l'avant, bloqués par la peur et enfermés dans une amnésie collective qui nous déconnecte de la nature qui nous entoure. C'est presque comme s'il nous manquait un ingrédient principal. Imaginez juste que c'est que maintenant que nous rappelons des flashs d'une culture qui savait exister en harmonie avec respect pour la nature, où la santé est plutôt une forme d'équilibre quotidien et pas juste une industrie de la consommation. Imaginez 2 secondes qu'il y a une planète où tout le monde est consciemment ingénieur du climat, avec la biosphère hyper présente dans notre esprit collectif, cultivée délicatement et avec soin et avec intention, un outil principal pour résoudre tous nos problèmes et pas juste un support d'extraction qui se dissout avec nos espoirs. Avec notre trajectoire actuelle, la biosphère sera érodée bientôt et à toute vitesse afin que nous vivons sur une roche sèche où il pleut de temps à autre et le consumérisme technologique régnera suprême sur les humains. Donc, que faire avec de l'eau pour éviter la collapse? Selon Pablo Servigne lui-même, le seul absolu dans le monde des prévisions et tous les modèles et que tous les modèles sont fausses. Et donc, ça ne sert absolument à rien de passer son temps à être angoissé. Il nous faut de la calme et de la sérénité d'abord. Soyons malins et restons objectifs et dans l'instant présent. Le premier principe de la permaculture s'appelle observation et interaction. Et ma vie en proximité et codépendance avec la nature et le climat depuis plus que 15 ans fait que moi je dis oui, il y a définitivement un problème avec le climat, il y a même un très grand problème, mais je vous dis, il n'y a que des problèmes qui ont des solutions. La permaculture nous propose de l'innovation et des solutions décentralisées faites pour et par le peuple. Et toutes ces pratiques de design paysagère ont aussi pour fonction de stabiliser le climat et de ralentir le cycle d'eau. Mais pour faire ceci, il nous faut tout d'abord une sacrée dose de liberté, car avant tout, nous avons besoin d'innover librement sur le terrain, et je le constate juste parce qu'il y a aussi une érosion de la liberté qui avance en parallèle avec l'érosion de la biosphère. Dans un régime autoritaire qui soit de gauche, de droite ou même écolo, il n'y a même pas la liberté de chier sans avoir payé rendez-vous et obtenu un permis. Laisse tomber comment innover des systèmes agricoles qui vont régénérer des nappes phréatiques. Les pratiques agricoles basées plus sur l'écologie et un peu moins sur la technologie vont avoir les conséquences bénéfiques potentielles et multiples pour résoudre le problème du cycle d'eau et ensuite toute une cascade de problèmes qui en défilent comme l'emploi, la santé, l'énergie, bien-être, etc. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons véritablement besoin de montrer des exemples qui fonctionnent et qui sont aussi réalistiquement rentables. Il faut que ça produise de la richesse aussi. Il faut que nous arrêtons avec cette permaculture de Facebook surintellectualisée et plutôt symbolique qui ne produit que dalle, qui a trop de buts et trop de BRF et surtout trop de salaire qui permet aux coupables de retourner à la boutique bio devant chaque échec de production.
Si notre permaculture ne produit pas, nous allons être dans le besoin de subventionner la production et donc de décisions politiques. Et bien, regardez bien derrière nous et où la subvention d'agriculture nous a menés jusque-là. Que de la corruption et de l'incompétence instaurée par nos systèmes politiques agro-industriels et le complexe des armements.